Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. Eli Kamano avait besoin de 400 millions de francs guinéens pour compléter sa caution. Mais la contribution de ses citoyens n'aura pas suffi pour lui permettre de participer à la course. Mais puisque tel n'a pas été le cas, alors nous avons décidé les 21 677 000 francs guinéens que nous avons collectés de restituer cela au peuple, mais de la plus belle des manières. 19 millions déjà utilisés pour la rénovation de l'école primaire, la distribution des kits pour les élèves et les femmes au marché, dit-il. L'ensemble, en termes de chiffres, ça va, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des seaux, des kits sanitaires que nous avons achetés. Ça va dans les 19 millions et quelques. Voilà. C'est-à-dire en termes de liquidité que nous allons donner à certaines personnes, aussi les kits que nous avons achetés. Il y a 200 bavettes qu'on a confectionnées, il y a 50 kits qu'on a achetés, il y a 20 bidons de peinture, comme vous le voyez. Il y a aussi le matériel pour la peinture et tout. Le directeur de l'école se dit comblé. Le choix de son établissement, l'intention qui va avec, il salue l'initiative du président du PGSDD. Si un fils du pays, un patriote qui aujourd'hui prend son temps, prend son avoir, il met ça à la disposition des élèves, les futurs cadres de cette nation demain, vraiment nous sommes comblés de joie. Je vous dis que moi, les mots me manquent. Les femmes au marché, une autre cible de l'artiste reconverti dans la politique. Il s'apprête à retourner la monnaie à toutes les bonnes intentions. Lorsque nous étions rentrés même dans les marchés, on a vu comment les mamans étaient exposées, elles étaient entassées et cela nous a donné à réfléchir. Et on s'est dit que pourquoi ne pas aller avec des kits, avec des seaux, avec de l'eau de javel pour les donner à la place des 1000 francs qu'elles ont donnés. Elles ont donné 1000 francs, mais en retour, elles auront des savons et des seaux. Eli Kamano aurait aimé participer à la présidentielle. Probablement les citoyens ont montré leur désapprobation à l'avoir comme président de la Guinée maintenant. Kadiatou Kamara, mère de famille, vend du bois sec depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, avec l'interdiction de la coupe du bois, c'est tout un calvaire pour elle. S'il l'interdit, le bois deviendra rare. En ce moment, on ne le trouve plus. Pourtant, on compte sur cette vente pour nourrir nos familles. Alors là, c'est vraiment dur pour nous les femmes. Moi, mon mari est décédé et j'ai 8 enfants à nourrir. Une activité déjà pas trop rentable, ajoutée à la difficulté de trouver du bois, c'est le comble. Néanmoins, l'activité lui permet de répondre à certains besoins fondamentaux de sa famille. Moi, mon mari n'est pas décédé, mais il est malade. Je me nourris dans la vente du bois. Mes enfants sont tous des élèves. C'est moi qui paye leur scolarité. Avec l'interdiction, je peux faire 2 jours sans préparer parce que le bois qu'on achète ne peut pas nous nourrir tous les jours. Pour confirmer ces difficultés, Salimatou Kamara joue avec les chiffres et compare les prix. C'est vraiment dur. Elles n'ont pas menti. Avant, on achetait 5 000 francs guinéens le fagot de bois. Aujourd'hui, on achète 10 000 à 15 000 francs guinéens. Parfois, quand tu vends, c'est difficile de trouver de quoi nourrir tes enfants parce qu'ils ont interdit la coupe du bois. Pour elles, la vente du bois reste leur seule activité pour subvenir aux besoins de leur famille. Voici le nouveau patron des orpailleurs de Guinée. Fraîchement élu le 23 août, il a pris fonction ce jeudi. Ses priorités pour le secteur sont sans faille. La normalisation du prix afin de favoriser les investissements étrangers et l'appui des orpailleurs sont entre autres les défis à relever. L'organisation des structures de la base au district où l'orpaillage artisanal est pratiqué. J'implore la grâce du Tout-Puissant, Allah, pour qu'il me donne la force nécessaire à la réalisation de mes objectifs. Le porte-parole du bureau exécutif des orpailleurs de Guinée félicite ses amis et s'inscrit dans la même logique du président entrant. Nul n'ignore le rôle vital que joue l'exploitation artisanale de l'or dans la stabilité économique d'une nation. Soyez-en vivement remerciés.
L'Union nationale des orpailleurs de Guinée est une organisation non gouvernementale à vocation apolitique et non lucrative, dont l'objectif principal est de défendre la corporation et de contribuer à l'essor économique à travers l'exploitation artisanale de l'or. Venu représenter le ministre des Mines et de la Géologie, Fodé Bérété invite le nouveau président et son équipe à se mettre directement au travail. Il a ensuite rassuré les orpailleurs quant à la disponibilité de son département. Au nom de Monsieur le ministre des Mines et de la Géologie, je vous rassure encore une fois que les cadres seront à vos côtés, comme vous le constatez maintenant, pour vous aider à atteindre les ambitieux objectifs fixés dans l'intérêt supérieur de notre pays. A rappeler que le nouveau président des orpailleurs de Guinée fera un mandat de 5 ans et renouvelable une seule fois. Ce concessionnaire a été surpris par cette marée qui a envahi sa maison. Conséquence, tous les locataires sont déjà dehors avec leurs bagages pliés pour un autre local. L'heure est à l'inventaire. Le propriétaire de la maison, lui, a perdu plusieurs biens matériels, ainsi que sa récolte annuelle. Ici, là, c'est sac de riz paddy. Wow. Bon, ça c'est encore du maïs. Après, il y a le restant. Donc tout ça là, c'est gâté. Tout ça là, c'est inondé avec l'eau. Ces images de désolation sont la conséquence des constructions anarchiques le long de la rivière Nancon. Une rivière qui, à chaque fois qu'il pleut, étend son lit à des centaines de mètres aux abords. C'est la route de l'eau qui est bloquée. Il n'y a pas de passage. Ils ont tout construit. Où ça exactement? Devant. Ici, là, c'est le fleuve Nancon. L'origine de cette inondation, c'est les constructions anarchiques. Les gens construisent un peu partout sans pour autant laisser le passage de l'eau. Et si la pluie continue, ça va s'augmenter. Ici, cet atelier de menuiserie devra attendre encore des jours pour reprendre ses activités. Dans cette station-service, les pompistes ont dû stopper leurs activités sur le champ. Avec cette énième inondation à Sibiri durant cette période hivernale, ce sont aussi des boutiques de commerce qui ont fermé. Après ma naissance, mon père, comme il est parti en vacances, quand il est revenu, il ne m'a plus retrouvée. Parce que l'État belge m'avait enlevée. J'avais 2 ans. On nous appelait les enfants du péché. Pourquoi? Parce que les enfants, un blanc n'avait pas le droit d'épouser une noire, quoi. Si un blanc ou une blanche épouse un noir ou une noire, c'est un péché. Donc l'enfant qui naît est un enfant de la prostitution. Et c'est comme ça qu'on nous traitait, les enfants du péché. Ils m'ont enlevé de chez ma mère, qui était avec moi à ce moment-là, de chez mes parents, pour aller me placer dans une institution religieuse à Katende, mission catholique Katende, chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul. Comme ils avaient enlevé d'autres enfants avant moi, et mon frère aîné aussi, était enlevé 1 an avant moi. Voilà, ça c'est mon papa, M. Tavares da Silva Manuel Victor. C'est mon papa. Da Silva Manuel Victor. Comment est-ce qu'on peut rattraper toute une vie perdue, vu tout ça? Parce que c'est une vie cassée, complètement.
Après, moi par exemple, si mon fils a un souci, chez qui il peut aller s'adresser? Que moi. Et si je ne suis plus là? Chez qui? J'ai pas de famille. Et c'est la faute à qui? De mère officielle. Non, on nous appelait les enfants de pères inconnus.